La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0 collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Je dédie ce nouvel épisode à Françoise, la directrice de centre de loisirs d'Ille-et-Vilaine qui se reconnaîtra, et à Guillaume le Charentais, un hôte charmant venu au Guézou et qui s'est régalé. Épisode 12. Et le diable de Kersanton remonte sur son calvaire, nous tire la langue, puis se fige. L'humour noir de Mathilde, l'appétit du Drosera, le parfum du rosier noir, rien n'y fait. Comme des vaguelettes à marée montante, les images des disparus me reviennent et l'angoisse m'envahit à nouveau. Il me semble avoir la tête sous l'eau. Je suis tellement flippé que je tourne la clé dans le Neumann de mon vieux Defender avec une précaution infinie. Dans les films américains, les voitures piégées explosent sans crier gare. Mais là, mon vieux clou démarre au quart de tour, sans projeter mes cellules ensanglantées aux 4 vents. C'est rassurant. Je m'autorise une folie. J'ouvre ma vitre à l'aide de la manivelle qui grince, puis je mets courageusement mes roues dans celle de la grosse berline de Mathilde. Nous serpentons en pente douce jusqu'à l'ampoule Guimiliau. J'essaie de ne penser à rien d'autre qu'à la route et aux sous-bois bleus de Jacinthe des Bois. Mais rien n'y fait. Les visages de Geneviève, d'Édouard, de Ludo ou de Guillaume se superposent et s'incrustent dans les ombres des frondaisons, le moutonnement des nuages et les ondulations des blés verts. Et je me rends compte que si leur disparition m'affecte autant, c'est aussi parce que j'ai peur. Je tente d'apprivoiser cette peur, je l'observe, comme un entomologiste étudierait un insecte pris au piège du Drosera. Et ce qu'elle révèle, cette peur très primaire, n'est pas bien joli. C'est même un vilain concentré d'égoïsme. Je suffoque de terreur à l'idée d'être la proie du ou des tueurs qui s'acharnent à décimer les membres du crapaud. Bien sûr, je crains aussi pour les autres membres du collectif, surtout ceux dont je suis très proche, comme Mathilde, mais aussi Margot ou Jean-Eudes. Mais, très honnêtement, j'ai surtout peur pour ma vie. J'ai définitivement honte de le reconnaître et je me sens très mal. Nous nous installons en terrasse, devant la librairie face à l'enclos paroissial, avec le plus grand naturel possible, en faisant comme si je n'avais pas la certitude d'avoir une cible dans le dos. Du moins, c'est l'impression que j'ai quand je commande d'un air faussement détaché un thé noir à Maëla, la libraire. Mon cœur bat la chamade. Toutes les voitures qui passent dans la rue, vitres baissées, ralentissent devant nous. En fait, c'est tout à fait normal, parce qu'il fait beau et qu'il y a une priorité à droite. Mais je ne peux pas m'empêcher d'observer les conducteurs d'un œil inquiet. On n'est pas à l'abri, me semble-t-il, d'un coup de volant assassin, ou d'une rafale de Kalachnikov. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais ça doit être effrayant, et potentiellement mortel. Ce matin, le gendarme Pichon a été,
Très clair, il n'y a pas de budget pour une protection rapprochée d'écrivains menacés. Sur le coup, j'ai quand même regretté de ne pas être une star de la politique, de la musique ou du cinéma. Mathilde pénètre dans la librairie pour retirer sa commande. Sur la petite table métallique rose bonbon, des volutes légères s'épousent au-dessus de nos deux thés. Je ne baisse pas ma garde et je balaie nerveusement du regard la rue, qui descend des lotissements à ma droite et débouche sur l'enclos paroissial avant de tourner à angle droit vers la gauche pour traverser le bourg et descendre vers l'Andivisio. Souvenir du XVIe siècle, l'enclos est magnifique, mais vraiment atypique. Protégé par des murs qui le ceignent, il semble engoncé dans le bourg resserré. Le regard qui l'embrasse ne respire pas. Tout concourt à maintenir sous cloche mon angoisse. L'arrogant clocher de l'église, qui tutoyait les éthers du haut de ses 75 mètres, a été foudroyé en 1809 et ramené à de plus modestes proportions. Celui qui fut un géant est désormais vilainement tronqué, ce qui accentue l'écrasement de l'ensemble, assez sombre, même par temps ensoleillé comme c'est le cas aujourd'hui. Mais les trésors qui l'opposent au temps qui passe séduisent de nombreux visiteurs toute l'année. On les voit déambuler le portable à la main, partagés entre la consultation des multiples explications disponibles en ligne et la tentation irrépressible de commettre les plus improbables des selfies. Moi, devant le Christ en croix, moi, devant le baptistère, moi, devant la mise au tombeau, moi, devant l'ossuaire. Entre moi et le reste du monde, un écran. Encore. De là où je suis installée, je n'aperçois pas la porte triomphale ni l'ossuaire, masquée par la massive maison de l'angle qui abrite un bistrot. Mais je vois bien le très beau calvaire et le porche de l'église. J'aperçois une ombre diffuse qui progresse derrière le muret, dans le prolongement des grilles. La silhouette sombre me fait un signe de la main. C'est du moins ce qui me semble, mais le temps de chausser mes lunettes, elle a comme disparu. Un véhicule ralentit soudain, puis s'arrête, en amont de la librairie. Mon cœur s'arrête lui aussi. Je défaille, mes derniers instants sont arrivés, trop tard pour rentrer, me mettre à l'abri dans la librairie. Les grosses jardinières fleuries de la commune n'offrent aucun abri. C'en est fait de moi. Je pense au drosera que j'ai nourri, à Antimoine qui attend ses croquettes, et au rosier noir que je n'aurai jamais l'occasion de tailler. J'imagine les gros titres demain, dans les quotidiens régionaux et sur les ondes locales. Une autrice de polar mitraillée à l'ampoule Guimillot, peut-être. Une romancière froidement abattue devant sa librairie. Ou encore, un membre du crapaud égorgé en terrasse. J'espère que cela dopera au moins les ventes de mes romans. Mon éditeur sera content, c'est toujours ça. Derrière mes lunettes de soleil, je suis pétrifiée. Je suspends ma respiration, je ferme les yeux, je rentre la tête dans mes épaules. Mes épaules, justement, se crispent. Ma mâchoire se serre, mes dents grincent, j'entends claquer une portière, je perçois un pas décidé, j'ouvre un œil, mais juste un, comme si ça pouvait me protéger de quoi que ce soit. Bonjour Lily, ça va? Je fais semblant de ne pas me rendre compte que je suis parfaitement ridicule. J'essaie de me détendre et je salue Françoise, la directrice du centre de loisirs de Bodmer qui vient sans doute chercher une livraison de livres jeunesse à la librairie. Son centre de loisirs est le plus petit du département et le plus haut perché de Bretagne. Mais pour la commune, le lent repeuplement des monts d'arrêt est encourageant. Et un centre de loisirs, une école, une boulangerie, un café-épicerie, c'est l'assurance de voir s'installer sur le territoire des jeunes couples et une ribambelle d'enfants. Un renouveau plein d'espoir.
quant à la question que me pose Françoise, ça va? Ben non, bien sûr que non, ça va pas. En ce moment, rien, absolument rien ne va. Après avoir récupéré sa commande dans la boutique, elle ressort, pose son carton dans le coffre de l'utilitaire du centre de loisirs et revient s'installer à mes côtés. La libraire vient lui servir la tisane qu'elle a commandée. Mathilde arrive dans une seconde, m'annonce Françoise. Je me dis qu'il reste sûrement encore des cheveux sur la tête de la libraire et que Mathilde s'emploie certainement à les lui faire s'arracher en commandant des ouvrages possibles dans des éditions improbables. C'est incroyable ce qui vous arrive, remarque très tranquillement Françoise. Je ne le lui fais pas dire. Vous en savez plus? C'est pas possible que ce soit une série de tragiques hasards. Du moins si on en croit la presse et la rumeur. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux qu'il y a un nouveau décès. J'ai aussi entendu parler à la mairie de votre meurtre, de plein de choses étranges. On ne parle plus que de ça. Tu en sais plus? Oui, c'est Guillaume, ce matin, à Douarnenez. Accident de la route, mais au vu des circonstances, c'est sûrement pas si accidentelle que ça. Ah, mais si je compte bien, ça fait 4 disparitions en 4 jours. Oui, oui, tu as raison. Un tiers de nos effectifs. Et je ne vois pas qui fait ça, ni pourquoi. Ce que j'espère juste, c'est que c'est terminé. C'est peut-être pas le crapaud qui est visé. C'est peut-être un simple et affreux hasard. Hmm. Non, non, je ne me berce pas d'illusions. Tu sais, le point commun de ces 4 morts, c'est qu'à chaque fois, on a retrouvé sur les lieux une tasse siglée crapaud et portant le prénom du trépassé. Ça laisse quand même peu de doute. Mais pour moi, le plus étrange, le plus dérangeant, le plus angoissant, ce sont les poèmes qu'on a retrouvés chaque fois. Sauf pour Geneviève, tiens. Des poèmes prémonitoires. Des poèmes assassins, mais c'est pas commun. Et qu'est-ce que t'en penses? Et que c'est flippant? Oui, bien sûr, mais avez-vous froissé quelqu'un? Je ne crois pas, mais quand bien même, ce serait pas une raison suffisante pour nous assassiner. Ouais, c'est certain. Tu sais, quel que soit l'affront, c'est une question de perception. Un peu comme la météo, avec la température objective et la température ressentie. Très juste. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, je pense plus qu'à ça d'ailleurs. Ça nous tombe dessus sans crier gare. En tout cas, en ce qui me concerne, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que tout ça est très écrit. Il a fallu envisager le scénario, voler les tasses, écrire les poèmes, assassiner les malheureux, ensuite prendre le temps de déposer les tasses et les poèmes, et avoir, surtout au préalable, bien étudié toutes les victimes, connaître leurs failles, leurs habitudes, leurs faiblesses. C'est absolument insensé. Je ne crois pas possible qu'une personne seule puisse gérer tout ça. Mais c'est toi qui écris les polars, après tout. Ah, et tout ça, ça me donne l'idée d'une thématique pour les prochaines vacances au centre de loisirs. Tiens, qu'est-ce que tu en penses? Organiser un Cluedo géant et une murder party avec les enfants. Tu serais partante? Je manque de m'étrangler avec mon thé brûlant et je la dévisage avec effroi. Je bredouille. Encore faut-il que je survive à cette histoire. Ah, pardon, pardon. Enfin, pas tout de suite, bien sûr, me rassure-t-elle. Une nouvelle voiture, couverte d'autocollants de fleurs multicolores, ralentit au niveau de la librairie. C'est sans doute à cause de cette explosion de couleurs, devant le calvaire en ton gris anthracite, que je ne ressens pas de danger. Par contre, par-delà la voiture fleurie, je vois à nouveau fugacement la silhouette étrange et sombre qui déambule dans l'enclos. La toute petite citadine se gare, un peu n'importe comment, et un géant hirsute en sort, un rouleau à la main. Il rentre dans la librairie. Tiens, voilà Guillaume le Charentais.
s'exclame Françoise. Je quitte l'ombre brune des yeux et je tourne vers Françoise, l'œil interrogateur. C'est un fidèle de Bottmer, il vit à Rennes, mais il passe tous ses week-ends et ses vacances dans les monts d'Arrée pour randonner. Il prête sa matière grise et ses bras au collectif du Petit Bonheur. Il s'occupe de la mise en son et en lumière de tout leur spectacle. Il est absolument indispensable. Le géant sort de la librairie, délesté de son rouleau, mais un café à la main. Il nous embrasse sans façon et s'installe à notre table. Il se tourne vers moi, les yeux pétillants de curiosité. Alors, c'est vous qui êtes en sursis? Je blêmis. Je ne formulerai pas ça de cette façon, mais dans l'esprit c'est assez juste. Il consulte son portable et scrolle à toute allure. Mais vous êtes partout, sur tous les réseaux et dans toute la presse, régionale, nationale et même internationale. Internationale? Je suis abasourdi. Mon angoisse monte d'un cran si c'est encore possible. Tenez, regardez, dit-il, en me tendant à bout de bras son portable, à l'écran pas très net sur lequel le soleil d'avril fait ressortir les traces grasses. Le crapaud est partout, là, sur un article dans le New York Times. Et puis ici, un autre sur la Pravda. Vous faites même la une du Beijing News et de celle du matin de Cotonou. Je suis sur le point de fondre en larmes. Mon interlocuteur se rend compte que je ne partage pas tout à fait son enthousiasme. Oups, je suis désolée, je m'emballe un peu. En effet. Mais ça n'arrive pas tous les jours que les projecteurs du monde entier soient braqués sur la Bretagne, le Finistère et les monts d'Arrée. Je le regarde, épuisé. Bon, j'ai l'impression que vous avez besoin de relâcher un peu la pression et de vous changer les idées, non? Je le crois aussi. Allez, je vous invite au spectacle de demain soir à Bottmer. Vous et votre copine rigolote qui rend infernale la vie de la libraire. Rien ne pourra jamais vous oxygéner autant que la représentation unique de l'astragale de Cassiopée. Des paillettes et des boules à facettes, de la musique et de la joie. Dans un tourbillon de confettis, il sort de son portefeuille 2 petits cartons dorés qu'il me tend avec un tel enthousiasme que j'accepte. J'ai déposé des affiches de la soirée dans la librairie, et votre copine a l'air de trouver ça très chouette, précise-t-il, en finissant son café. Bon, je file. Je compte sur vous demain? Je lui réponds avec un pauvre sourire. Si je suis toujours de ce monde, je viendrai volontiers visiter le vôtre. La tornade réintègre son véhicule fleuri avec sa bonne humeur et démarre sur les chapeaux de roue. Quel phénomène! Conclut Françoise, trempant ses lèvres dans sa tisane. Bon, ben moi aussi il faut que j'y aille. On se voit demain? À la soirée? Mathilde me rejoint enfin et pose triomphalement une pile de bouquins tout neufs sur la table. Je lui glisse le carton d'invitation doré et pailleté. Elle me tend l'un de ses ouvrages. J'ai une pensée émue pour la libraire délivrée. Je prends le livre, le hume comme j'ai tant à le faire avec les livres neufs, puis je le feuillette, l'esprit ailleurs. Les pages défilent vite, puis plus lentement. Je suis happée. Je remonte mes lunettes solaires sur mes cheveux bouclés qui volent un peu avec la brise thermique de la fin du jour. C'est un beau livre de photographie et de poésie. Je murmure en parcourant cet étrange objet littéraire. Quelle beauté! Infinitude. Photographie de Aïcha Dupois de Guitare et poème de Gilles Baudry. Voici tout ce dont on a tous besoin en ce moment. De la beauté totale et des horizons repoussés à l'infini, poursuit Mathilde, du soleil dans son regard tourmenté. J'aime beaucoup lorsqu'on est sur la même longueur d'onde, Mathilde et moi. Elle poursuit. Je crois à la musique des mots.
La poésie se saisit comme une hésitation entre le son et le sens. Oh oui, ces photographies sont aussi des poèmes d'une absolue délicatesse. On pose le regard comme l'oiseau se pose sur la branche. Et ces poèmes sont autant de lents chemins vers l'intériorité. Mathilde, écoute ça. Sentiment d'éternité, pur maintenant, quelque chose de transcendant à l'humaine finitude. Porosité, entre visible et invisible. Un long silence s'ensuit. Je suis happé par la lumière vibrante des photographies et des mots. Je m'arrache au livre, le referme doucement et le tends à sa propriétaire avec un sourire apaisé. Notre monde, surtout ces jours-ci, conspire à nous dissiper, à nous détourner de l'intériorité, me souffle Mathilde, mais la poésie ne se définit pas. Elle est infinie. Garde cet exemplaire. Il te fait du bien. Et ça tombe bien, il est pour toi. J'ai vraiment une amie aussi merveilleuse que fragile et fantasque. J'espère que personne ne va lui faire du mal. Je finis mon thé refroidi. Au bout de la rue, la lumière du couchant embrase la dentelle de pierre du calvaire et de l'église derrière le mur de l'enclos paroissial. Cette statuaire est rassurante. Elle veille depuis plus de 4 siècles et pour encore très longtemps. J'aperçois derrière le mur à nouveau la curieuse ombre qui ondule. Mais qui ça peut bien être? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Je mets mes lunettes. Ce que je crois voir me coupe la respiration. La courte silhouette massive grimpe sur le mur. Elle a les pieds fourchus, les oreilles en pointe, et tourne sa face hideuse et grimaçante vers moi. Je me tourne vers Mathilde. Son regard effaré croise le mien. Elle voit bien la même chose que moi. Un diable de pierre en balade. D'un geste tranquille, le monstre nous salue de sa main droite, avec sa petite fourche, puis prend son élan, s'apprêtant à sauter. Je songe au vers du poète Gilles Baudry, que je viens de lire. Porosité entre visible et invisible. Et le diable de Kersanton remonte sur son calvaire, nous tire la langue, puis se fige.